Bonsoir à celles qui m'entendent, qui me voient. Je vois que Joël est déjà là. Bonsoir Joël. Vous êtes déjà quelques-unes à vous être connectées. Bonsoir et bienvenue. Je termine les derniers petits calages avec nos bugs habituels qu'on a sur le chat. Mais non, maintenant on a appris de l'expérience et on ira plus vite ce soir. Ça devrait marcher. Bonsoir à toutes. Hop. Bonsoir. N'hésitez pas dans le chat, bonsoir Joël, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si c'est votre première fois ce soir avec nous, si vous nous connaissez déjà, d'où vous nous écrivez. On est ravis de passer ce jeudi de rentrée. Sylvia est connectée mais pas sur le bon réseau de chat. Là, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat pour qu'on le vérifie? Décidément, ce chat, bonsoir Sylvia, c'est Bonsoir. lors de tous nos lives. Bonsoir, je vous vois. Donc, ça veut dire que vous nous voyez aussi. Trop bien. Merci d'être avec nous ce soir. N'hésitez pas dans le chat à nous dire si c'est la première fois que vous êtes avec nous pour ce live, d'où vous nous écrivez aussi. On aime bien toujours faire des tours de France et même voyager, puisque je vois qu'il y a Tatiana depuis le Costa Rica. Bonsoir. La Belgique avec nous ce soir également. Très international. Bonsoir à toutes, merci de vous connecter, merci d'être à l'heure. J'ai l'honneur ce soir d'être avec mes consoeurs Sylvia Bravard, vice-présidente d'ADN Group, qui est avec nous pour décrypter la partie technique et négo de ce que Joël va nous raconter. Joël Germanier, notre invitée exceptionnelle, négociatrice de crise, cursus dans l'humanitaire et à l'international, et elle va revenir en détail sur toute cette trajectoire-là. Et puis je retrouve avec plaisir Véronique Forge, fondatrice de Business au féminin, avec qui nous avons l'immense plaisir chez ADN de faire vivre une collaboration et qui est avec nous ce soir, qui va être à mes côtés sur l'animation et la présentation. Bonsoir Véronique. Bonsoir Julie, bonsoir à toutes. On est ravis, merci de vous connecter, d'être aussi présente. Dubaï est avec nous, le Burkina, on continue notre petit tour de France. Il y en a pas mal pour qui c'est la première fois. Il y a des prénoms qu'on reconnaît. Bonsoir Pascal, depuis son TGV à Lyon. Merci d'être à l'heure, merci d'être aussi nombreuses. Il est 18h01. Je vous propose de démarrer. Je vous présente rapidement le déroulé de notre événement ce soir. Véronique, je te laisserai le plaisir de présenter Joël avec nous. Et puis Joël, on te passera la parole avec plaisir pour plonger avec toi dans ce monde fascinant qu'est celui de la négociation sur les milieux humanitaires. Les épisodes ADN Woman, enfin les épisodes, nos rencontres ADN Woman se déroulent en plusieurs temps. On a parfois plusieurs invités, parfois une seule. L'objectif, c'est de vous pitcher rapidement Joël et son parcours, et puis surtout de plonger avec elle dans des anecdotes de son parcours, perso ou pro, et d'avoir le décryptage de Sylvia, un décryptage négo, technique, professionnel. Évidemment, l'objectif, c'est comme on n'a pas toute une carrière dans l'humanitaire, c'est de transposer les apprentissages et le retour d'expérience de notre invité sur des choses qu'on peut toutes vivre dans notre vie personnelle ou professionnelle. N'hésitez pas, bien sûr, pendant nos échanges à poser des questions. Le chat est là pour ça. On laisse les gens s'exprimer et puis ensuite on reprend les questions pour revenir dessus. Vous pouvez nous écrire aussi dans le canal en particulier. Voilà, bon webinaire à tous. Merci d'être présente. Je te passe la parole, Véronique. Oui, alors ravie d'être avec vous ce soir et donc avec toi Julie et puis Sylvia et Joël Germanier qui a un parcours impressionnant et c'est vrai que c'est dans l'humanitaire, mais ça va toucher à tous les sujets de négociation globalement. Alors Joël, peut-être quelques mots pour te présenter, puisque Julie, tu as déjà introduit Joël. Qu'est-ce que c'est
négociatrice de crise déjà et peut-être peux-tu nous dire, voilà, quel a été ton parcours, depuis, je crois depuis l'âge de 17 ans, tu travailles pour de grands comptes, des ONG comme la Croix-Rouge internationale. Tu as arpenté des théâtres de guerre, la Côte d'Ivoire, le Soudan, du Sud, la Colombie, Haïti, le Nigeria. La négociation, c'est vraiment ton quotidien. Donc raconte-nous ton parcours déjà, parce que ça commence à 17 ans, c'est quand même incroyable. Merci, bonjour collègues, et c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Ça me fait plaisir aussi de voir la diversité des profils qui participent à cette conversation jusqu'au Burkina Faso, qui est un pays où on a beaucoup travaillé d'ailleurs, donc ça fait très plaisir. Donc merci pour l'invitation et merci pour cette introduction. Donc oui, en effet, le monde de la négociation humanitaire est un monde très très particulier, souvent aussi assez peu connu, mais on y travaille pour aussi vraiment créer des ponts avec d'autres corps de métier et justement aussi en partenariat avec ADN. C'est un plaisir de voir comment aussi les apprentissages de cette négociation de crise, cette négociation humanitaire peuvent aussi s'appliquer dans d'autres domaines. Donc un petit peu, voilà, pour répondre à votre question, Véronique, mon parcours, c'est vrai que, voilà, je suis suissesse, donc grandie en Suisse, je dirais, de manière plutôt privilégiée, hein. En Suisse, en général, voilà, c'est pas l'environnement le plus compliqué, si on compare bien sûr au niveau global. Donc assez consciente aussi d'avoir eu cette chance, de grandir dans un environnement très stable, où la paix règne depuis des années et j'ai assez vite eu un sentiment en fait de vouloir, trouver, je dirais, un rôle qui fait du sens pour moi, où j'ai l'impression d'avoir un impact et aussi qui m'apprend beaucoup. Et c'est comme ça, je pense, que je suis un petit peu tombée dans l'humanitaire, hein. C'était vraiment clairement l'humanitaire avant d'être, la négociation et je vais y revenir. Et voilà, et dès que j'ai pu en fait trouver une opportunité de partir à l'étranger pour faire des expériences dans le domaine de l'aide humanitaire, de l'aide au développement, je l'ai fait. Et en effet, ma première opportunité s'est présentée à 17 ans. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu jeune, mais voilà, quand la passion elle est là, souvent on se lance et après on voit pas les années passer. Donc ça a clairement été, je pense, mon cas de figure. Et voilà, quelques années plus tard, j'y suis encore, toujours, passionnée par ce monde, de l'aide humanitaire, même s'il est, voilà, en situation de crise, avec beaucoup de questionnements, beaucoup de difficultés, de loin pas un métier facile ni parfait, avec beaucoup de questionnements au quotidien. Mais je pense aussi une très belle, école de vie où à la fois on essaye de se rendre utile, mais on a aussi des très belles rencontres humaines et finalement c'est un immense apprentissage parce qu'on doit, voilà, on doit, se tester soi-même, essayer de se rendre utile dans des contextes extrêmes et aussi, finalement tenir sur la durée. Donc toute une question de résilience. Alors, dans ce webinaire, évidemment, vous allez nous parler de sujets concrets, de situations concrètes que vous avez vécues. On en parlera dans quelques instants. Et puis, évidemment, avec l'éclairage de Sylvia Bravard, qui est une experte de la négociation chez ADN. Aujourd'hui, vous dirigez le Centre de compétences de négociation humanitaire. Alors nous, on est un peu néophytes, hein, on connaît les grandes ONG, mais j'avoue que je ne connaissais pas, avant de vous rencontrer, le Centre de compétences de négociation humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc en fait, on a créé ce centre, il y a 10 ans, donc c'est encore vraiment un centre, assez jeune. Et c'est vraiment venu, l'idée est venue d'une reconnaissance qu'en tant qu'humanitaire, on négocie sans arrêt et sauf qu'en général, ce n'est pas reconnu, ce n'était pas forcément une compétence dans le secteur humanitaire qu'on a mis en avant. C'est pas forcément une compétence avec laquelle on était à l'aise aussi, parce que je pense qu'il y a des étiquettes qui viennent avec la négociation. C'est très commercial, c'est très transactionnel. C'est clair qu'en tant qu'humanitaire, on est là pour un bien collectif, soutenir l'humanité, on ne négocie pas. Donc il y a eu tout un changement, je pense aussi au niveau vraiment, la compréhension de ce métier et du coup la reconnaissance qu'il fallait investir dans le soutien aux humanitaires sur le terrain,
à beaucoup, beaucoup d'aspects, mais bien sûr, un aspect fondamental qui nous permet en fait d'être dans ces pays, qui nous permet d'apporter l'aide humanitaire, les services, que ce soit au niveau de la santé, et cetera. Bah, avant toute chose, il faut négocier pour pouvoir même être opérationnel. C'est la toute première étape. C'est aussi l'étape la plus essentielle qui nous permet en fait d'avoir une sorte de sécurité autant qu'on le peut encore au jour d'aujourd'hui pour nos équipes sur le terrain. C'est tout à travers ces négociations qu'on fait avec une multitude d'acteurs. Donc voilà, la réflexion a commencé à peu près il y a 10 ans. En fait, ça fait des années qu'on négocie, mais il n'y avait pas un centre qui s'occupait de vraiment reconnaître cette négociation humanitaire et créer un peu une profession, un métier autour de la négociation humanitaire, comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les spécificités et bien sûr ensuite comment on peut soutenir les personnes sur le terrain qui négocient. Et donc ça a donné lieu à la création de ce centre de compétences qui est basé à Genève, qui est vraiment une plateforme de collaboration entre les plus gros acteurs humanitaires. Donc on a la Croix-Rouge internationale, on a Médecins sans frontières, on a des organisations onusiennes qui se sont mis ensemble avec vraiment cette idée de créer un centre qui va se focaliser sur la question de la négociation humanitaire, qui va développer des outils, du contenu et surtout former et soutenir les équipes à travers le monde qui font au quotidien de la négociation humanitaire. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, puisque l'idée, c'est, à travers vos expériences de terrain dans des situations des pays en guerre, hein, le plus souvent, que vous nous donniez des exemples. Hein. On va en évoquer plusieurs. Alors, vous avez choisi, donc premier exemple, je crois que ça se passe, c'était en Amérique, non, pas en Amérique du Sud. En Quel Afrique de exemple? l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, exactement. En Afrique de l'Ouest, alors mettez-nous en situation, racontez-nous le contexte et après Sylvia va vous questionner aussi. Oui, tout à fait. Donc, oui, j'ai décidé de prendre une négociation qui m'a marquée personnellement. Elle m'a marquée de par sa complexité, mais aussi du fait que, voilà, c'était, je dirais, ma première négociation en tant que professionnelle humanitaire. Donc j'avais 25 ans, je sortais fraîchement, des études universitaires, en tant que juriste et donc j'avais été embauchée par, une organisation internationale humanitaire et j'ai été envoyée, en Afrique, de l'Ouest, dans un pays où il y avait donc une guerre civile très violente qui a donné lieu, bien sûr, à énormément de pertes civiles et aussi un gros problème, bien sûr, comme il y a souvent dans ces situations, de détention, de détenus politiques, etc. Et je travaille pour une organisation qui, en plus d'amener de l'aide humanitaire aux organisations, pardon, aux civils et populations dans le besoin, elle s'occupait aussi d'essayer d'améliorer les conditions de détention, des différents, profils. Donc, voilà, il y a les détenus, civils quotidiens, mais il y a aussi les détenus politiques, donc des détenus qui sont finalement incarcérés pour des raisons politiques, souvent sous des conditions, très compliquées. Mais ça faisait partie du mandat de l'organisation pour laquelle je travaillais, c'était d'essayer d'avoir accès à ces lieux de détention. Donc, cette négociation, elle se joue donc, dans ce pays. Ma contrepartie, c'est le chef, des services de renseignement du pays. Donc personne, voilà, très élevée avec un rang, une expérience, une ancienneté, voilà et une souveraineté, sur son mandat. Et mon objectif, il était multiple. C'était pas juste, un objectif de la négociation, mais donc on en avait plusieurs sur une durée. Mais dans cette première rencontre, l'accent que mon organisation m'avait mandaté pour cette négociation, c'était vraiment d'essayer de finalement avoir une discussion confidentielle, mais directe sur les conditions de détention de certains, Mm. des détenus. Donc vraiment les méthodes d'interrogation et de détention. Et bon, visiblement, le premier rendez-vous n'a pas été très bon. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais on imagine quand même un chef militaire puissant, mais en face, une grande ONG. Je ne sais pas si vous avez, Oui. pouvez dire le nom, mais on a quand même un statut. On est quand même, voilà. Et pour autant, le premier rendez-vous s'est très mal passé. Racontez-nous.
Oui, tout à fait. Je pense que, comme vous dites, hein, moi je travaillais pour la Croix-Rouge à ce moment-là, donc grosse organisation avec, voilà, plus de 160 ans d'expérience, un mandat, reconnu par les États, dont, la visite aux détenus politiques, donc le mandat est là, la réputation elle est très bonne. Mais après il y a la complexité du relationnel et du comment et là rentre tout l'art de la négociation. Parce que je pense que voilà, l'accent a été vraiment mis dans cette première rencontre finalement sur rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est bien sûr un sujet très, très sensible et j'ai dû porter ce rôle et je pense que voilà, la difficulté finalement, bah, l'entretien a été coupé court, hein. Ils n'ont pas vraiment voulu, aller de l'avant, avec la discussion sur ce qu'on avait observé comme comportement et après, ça m'a pris quelques semaines à pouvoir rétablir la confiance avec, cette contrepartie pour qu'il accepte de me revoir et donc l'analyse, je dirais, de la situation, elle est venue après. Donc c'est aussi pour ça, je dis que c'était une négociation qui m'a marquée parce que moi, j'étais clairement pas rentrée dans cette pièce, en étant préparée comme une négociatrice. J'étais vraiment plus venue avec mon mandat institutionnel, mes compétences juridiques qui me permettent d'avoir une conversation, normative finalement sur, voilà, qu'est-ce qui est permis ou pas permis selon les normes internationales, très, très juridiques et sans faire un travail de fond sur, je pense un élément qui était très important et aussi en vue de s du sujet qu'on discute aujourd'hui, c'est que j'étais une jeune femme de 25 ans qui venait d'un pays occidental, donc voilà, j'avais bien sûr une perception de ma contrepartie qui était pas forcément ce qu'ils s'imaginaient comme profil pour cette négociation. Je pense que j'étais face à quelqu'un qui avait aussi sûrement et qui avait clairement des tendances un peu misogynes, avec, dans une culture où le respect des anciens est très important, dans une culture où normalement, la femme est plutôt à la maison à s'occuper des enfants, et l'importance de l'âge, de l'expérience. Donc c'est clair que Mmh. mes facteurs, mes traits personnels n'étaient absolument pas un avantage pour cette négociation-là et j'en ai très vite pris conscience qu'il fallait du coup compenser et trouver un autre moyen de gagner la confiance en fait de mon interlocuteur pour pouvoir continuer parce que bien sûr que c'était une négociation qui s'est faite sur plus d'une année avec des objectifs long terme parce qu'on parle d'un changement de comportement. Donc il y avait vraiment besoin de travailler sur le relationnel et moi j'étais vraiment partie tout de suite sur le fond et mon objectif Mmh. de mon organisation qui était un changement radical de Je Joël, on va faire intervenir, hein, parce que je pense que c'est important, Sylvia. Vous l'avez déjà évoqué, il y a cette notion de préparation. Et c'est vrai qu'en négociation, Sylvia, c'est essentiel cette partie de préparation. Clairement, clairement. Et d'ailleurs, merci, hein, Joël, de nous partager ça. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, bah, elle avait 25 ans, elle était jeunette, c'est normal qu'elle n'ait pas préparé. Mais moi, c'est le métier d'accompagner des sociétés, des équipes sur la négociation. Même avec beaucoup, beaucoup d'expérience, parfois on prépare pas assez. Donc, on le dit à chaque webinaire, mais on le redira encore. La préparation fait tout. Et dans l'exemple que partage Joël, ce qui est intéressant qu'on peut soulever aussi sur la partie un peu plus théorique, en négociation, on dit qu'on a 4 pouvoirs. Le premier, c'est, le pouvoir, institutionnel. Donc c'est l'organisation que, représente, Joël, c'est la Croix-Rouge, c'est la notoriété, c'est la reconnaissance par les différents États et cetera. Donc ça, c'est un pouvoir qu'elle avait, mais sur son interlocuteur, ça n'avait pas de poids. Après, elle a un autre pouvoir qui était le pouvoir situationnel, c'est peut-être, en gros, le rapport de force qui était peut-être équilibré entre ce que elle pouvait faire avec le mandat de la Croix-Rouge et puis ce que lui pouvait aussi accepter parce il était mandaté aussi par ce qu'il représente en termes d'organisation. Il avait le pouvoir de pouvoir négocier avec elle. Donc peut-être que ces deux pouvoirs s'équilibraient un peu, mais en tout cas, ils n'ont pas donné le pouvoir total à Joël. Après, il y a le pouvoir personnel. Et donc ça, c'est qui on est,
notre genre, notre âge, notre expérience, notre couleur de peau, notre accent, notre carrure, voilà, tout ça envoie des codes et clairement là-dessus, Joël, eh bien, ce pouvoir-là n'était pas celui qui allait donner de la force à Joël, puisqu'on est sur un profil plutôt misogyne, une culture où l'ancien est important, elle, c'est la petite jeune, donc en gros, tout ça fait que là, elle n'a aucun pouvoir et ça lui nuit. Et du coup, il en reste qu'un et c'est le relationnel. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça la force aussi, Joël, hein, que tu es capable de déployer, en discutant avec des terroristes où même les forces armées ne vont pas, pour aller discuter auprès d'eux. C'est juste la relation qu'elle est capable de nouer, puisque qu'elle appartienne à la Croix-Rouge, voilà, vous avez des choses à négocier, mais moi aussi j'ai du pouvoir. Vous êtes une petite minette jeunette, donc ça m'intéresse pas. Par contre, elle a réussi à créer une relation et c'est pour ça qu'elle dit que ça lui a pris du temps, parce qu'évidemment, la relation s'installe pas au premier rendez-vous, mais ce qui fait qu'après, elle a pu obtenir des choses grâce à ce talent-là. Donc c'est très intéressant ces 4 pouvoirs parce que c'est vrai que là, rien n'avait marché dans ce premier entretien, hein, aucun des pouvoirs ne marchait et là, on vous a tenu en haleine, je ne sais pas si tout le monde voit, mais comment est-elle arrivée à rétablir ou à enclencher un nouveau dialogue? Donc vous nous avez tenu en haleine là, Joël, donc on veut savoir Oui. comment vous en êtes sortis finalement? C'est ça. Bah, le plus dur, ça a été que la personne accepte vraiment de me revoir, hein, et ne répondait plus au téléphone, ça c'était très clair. Et donc, là, j'ai compris qu'il fallait aussi pas se précipiter, mais vraiment, justement travailler sur l'analyse. Donc, là, on a aussi travaillé en tant qu'équipe. Bien sûr, on n'est jamais seul dans ces contextes, même si j'étais seule face à la négociation et ça, c'était difficile pour des raisons de sécurité. Parce que souvent, pour des négociations comme ça, on peut pas toujours impliquer nos collègues du pays parce qu'ils ont voilà, ça peut les mettre dans des situations très compliquées. Mais par contre, je les ai beaucoup impliqués dans la préparation. Donc, on a essayé de voir aussi comprendre vraiment, le profil mental de l'interlocuteur, comprendre quelles sont les personnes qui peuvent l'influencer. Donc là, par exemple, mes collègues m'ont permis aussi qui avaient une meilleure connaissance, bien sûr, de moi, qui étaient là depuis des années, qui connaissaient, beaucoup de choses, ils avaient accès à beaucoup d'informations de la communauté que nous, on n'a pas, bien sûr, en tant qu'étrangers. Donc une source, d'informations, très, très précieuse et là, on a compris aussi, voilà, qui était un peu son bras droit, qui lui soufflait dans l'oreille, avec qui on pourrait travailler de manière, indirecte pour pouvoir le faire changer d'avis et rétablir le dialogue et donc on a commencé à travailler avec un des gardes, en fait, qui travaillait dans cette prison, qui avait eu une très bonne expérience personnelle avec l'organisation avec laquelle j'étais parce on avait retrouvé un de ses frères qu'on avait trouvé dans une autre situation de détention et on avait permis voilà, de retrouver la personne, de rétablir le lien avec lui, d'envoyer des messages et cetera. Donc voilà, on avait contribué personnellement, à sa situation. Bien sûr, ça, c'est des choses qui marquent et qui donnent un avantage parce que voilà, là, c'était vraiment dans l'intérêt de ce garde qui a après accepté, bien sûr, de rétablir, gentiment le dialogue et qui nous a aidés aussi à enlever certaines barrières, ce qui m'a permis, en fait, de reprendre le contact, de ravoir des rendez-vous et de prendre le temps. Donc là, la stratégie, on l'a clairement adaptée aussi. On s'est pas détaché, de l'objectif principal qui était de bien sûr continuer ce dialogue sur comment changer les conditions, mais on a aussi, réfléchi comment adapter le mandat pour peut-être faire, certains compromis. Par exemple, un des compromis qu'on a dû faire, c'est qu'en règle générale, quand on va dans ces lieux, bien sûr, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir accès à l'ensemble du lieu pour pouvoir voir tous les détenus. Et ça, par exemple, on n'a pas obtenu. Donc Alors on a fait un compromis sur, un des aspects de la négociation. avant que vous continuiez, Joël, je voudrais qu'on s'arrête parce que là, il y a d'autres points qui viennent d'être, mentionnés, Sylvia. Donc je fais intervenir, la technicienne, rien de péjoratif, hein.
Là, on a parlé de plusieurs choses avec Joël. Il y a déjà la complexité du personnage. Donc, moi, ma première question, c'est comment on travaille avec des personnalités complexes, parce que le quotidien, on n'a pas toujours des personnalités complexes, mais ça peut arriver. Donc, premièrement, comment on travaille ça? Et puis, elle a parlé d'un deuxième point, et je vois qu'il y a des experts dans l'audience aussi. Oui, on a des fidèles. C'est voilà, et elle a travaillé avec une personne autour. Elle a travaillé une sorte de carte d'influence en fait, qui avait un voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui. sur ces deux points? Exactement. Donc, les profils complexes en négociation, c'est des gens qui soit ont une stratégie relationnelle de déstabilisation qui pourrait être je suis agressive avec vous ce soir. Voilà. Comme ça, ben, ça vous déstabilise un peu par rapport à ce que vous pensiez faire de ce rendez-vous. Je suis de mauvaise foi pour vous faire tourner en bourrique. Voilà. Ou bien, j'en ai pas conscience, mais c'est mon profil et je suis naturellement quelqu'un de violente, agressive, ne serait-ce que verbalement. Je suis quelqu'un de, encore pire, de pervers. Voilà, je suis quelqu'un de paranoïaque vraiment. Donc j'ai toujours l'impression que vous êtes en train de me faire un coup foireux. Et donc, il y a plusieurs profils complexes qu'on peut rencontrer dans les négos commerciales, les négos sociales, les négos internes, bien entendu. Et l'idée, c'est évidemment de ne pas les changer, parce que je sais pas Joël si tu penses que la personne a changé entre le début de votre relation et la fin, c'est du coup de savoir s'y adapter. Voilà. Et en négociation, il faut mettre son ego de côté, il faut mettre sa personnalité aussi de côté. Par exemple, si on a une personnalité soi-même plutôt exubérante, proche de la relation du Sud, par exemple, et qu'on est face à un profil qui déteste le contact humain, ben, je dois effacer ma personnalité et m'adapter justement avec du coup très peu de contact, juste des points factuels, etc. Et donc, par exemple, sur un profil narcissique qui aurait pu être le cas de l'interlocuteur de Joël, genre il se pense bien au-dessus d'elle, c'est une pauvre fille, c'est une petite jeune, elle n'a pas conscience de à qui elle parle. Bon, quand on a quelqu'un comme ça, ce qui peut souvent arriver, hein, donc là je bascule sur des gens qui sont pas dans l'humanitaire ou la négociation de crise, donc au quotidien, avec son chef, un client, une négociation sociale, etc. Eh bien, j'ai une phrase pour ça que j'aime bien, je te laisse l'ego et je m'occupe de la négo, donc si tu penses que tu es meilleur que moi, bien sûr. Jamais je réveillerai le dragon qui est l'ego de l'autre. Donc, je vais toujours te laisser penser que tu es bien meilleur que moi. Je m'en fous tant que j'avance et que j'arrive à obtenir des choses avec toi. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on fait en négociation, c'est d'essayer d'identifier le profil. Est-ce qu'il est simulé ou est-ce qu'il est réel? Et ensuite, comment je m'adapte dans cette situation? Tout simple, quelqu'un qui serait par exemple sur la colère. Donc, ça peut être soit un profil qui est vraiment agressif et colérique naturellement, soit en ce moment, je suis en colère contre vous parce que ce que vous m'avez proposé ne me convient pas. Eh bien, par exemple, on va lui laisser vider son sac, vider sa colère, d'accord? Parce que tant qu'il n'a pas pu exprimer pourquoi il est en colère aujourd'hui, de toute façon, vous n'obtiendrez rien en négociation. Donc, on va faire profil bas, on laisse verser la colère. Par contre, on surveille le comportement. Hors de question que vous m'insultiez, mais tant que vous me dites que vous êtes en colère sur ce que je vous ai proposé, une émotion est toujours légitime. Donc, je n'ai pas le droit de vous dire calmez-vous, vous n'avez pas besoin de vous énerver. Si vous avez une colère, il faut l'exprimer. Voilà, donc ça, c'est comment je m'adapte à un profil complexe. Juste là, pour revenir sur ce profil particulier et ce premier rendez-vous, est-ce qu'elle aurait pu changer la donne, mis à part le fait qu'évidemment, elle n'était pas préparée, qu'elle connaissait pas? Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose à faire pour essayer de débloquer par rapport à ce qu'on a pu comprendre du personnage? Alors, des fois, ce qu'on fait quand on est face à ce type de profil, ça aurait pu être de dire c'est pas Joël l'interlocutrice. D'accord? C'est que des fois, il nous arrive de dire, par exemple, je fais beaucoup de négociations dans mon métier. Peut-être que sur une négo personnelle, un héritage, une succession, j'ai tellement d'affect positif ou négatif pour mes cousins, etc., que c'est pas moi qui vais négocier. Voilà. Et donc des fois, il faut se dire, on n'est pas la bonne personne. Donc on aurait pu dire, pour ce type de profil, Joël, t'es brillantissime, mais ce n'est pas toi. Après, elle l'a peut-être que ça a servi aussi, ce premier rendez-vous, parce que le fait d'avoir dit: «Écoutez, je ne vous parle pas», c'était peut-être une façon pour lui de montrer qui avait le pouvoir. Et donc clairement, c'est lui, puisque s'il décide de ne pas la voir, il ne la voit pas, elle peut pas lui imposer ça. Et c'est peut-être ce qui a fait qu'au final, elle a pu nouer la relation par petits pas, en montrant que c'était quand même lui le chef, parce que vous voyez, elle protège son ego. C'est lui le chef, c'est lui qui décide si on se voit ou pas, mais tout doucement, je vais finir par obtenir qu'on se voit.
Donc, ce que tu veux dire, c'est que là, ça aurait quand même été compliqué même si elle avait eu une mauvaise entrée en matière, de retourner un petit peu la situation au premier rendez-vous. Il valait mieux prendre un peu le large, ce qu'a fait Joël, qu'elle travaille vraiment en amont avec les équipes pour après revenir différemment. Alors justement, donc elle a travaillé différemment et elle a travaillé sur l'influence, les gens qui pouvaient avoir un ascendant, entre guillemets, sur cette personne-là. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette carte d'influence qui est Ouais. absolument essentielle? Exactement. Donc la fameuse carte d'influence, j'ai vu dans les commentaires, ça c'est pour nos fidèles. Hem, voilà, dans une négociation, on va souvent privilégier la personne qui est en face de nous parce qu'on la voit, parce que c'est elle qui a le lead et c'est elle qui est mandatée par l'autre partie pour discuter avec nous. Donc là, je parle volontairement pas de négociation humanitaire, hein, je ramène sur un univers qui est plus proche de l'entreprise. Donc, je vais négocier, par exemple, mon embauche avec le DRH. Je ne vois que le DRH et je me dis inconsciemment que c'est lui que je dois convaincre, c'est lui qui décide. J'ai une négociation commerciale, j'ai la chance, je suis avec comme interlocuteur le directeur général de mon client. Je me dis, bah, une fois que je l'ai convaincu, lui, c'est le DG, c'est bon quoi. Et peut-être que j'ai omis que dans cette boîte, certes, le DG, c'est lui qui a envie de solliciter ma société parce que le sujet lui tient à cœur, mais c'est le directeur financier qui va dire si oui ou non on peut bosser avec nous. Et en l'occurrence, à la fin, moi je pense que j'ai convaincu le DG, donc je me dis bon ben là, il est en haut de la boîte, donc c'est ok. Et là, on m'écrit en me disant désolé, vous n'êtes pas retenu, vous êtes beaucoup trop cher. Et je ne comprends rien à ce qui vient de se passer. Ben ça, c'est que j'ai mal travaillé ma carte d'influence. Et notamment quand on négocie avec quelqu'un, alors tout type de sujet, hein, commercial ou bien un entretien d'embauche, etc. Ma première question, c'est, et je vais la poser de manière habile pour pas dire, bon, passez-moi le décideur, j'ai pas que ça à faire, discuter avec vous. Mais l'idée, c'est de comprendre le processus en disant, par exemple, sur cet entretien d'embauche, il y aura combien d'étapes, qui sont les décisionnaires, quels sont les critères sur lesquels vous recrutez vos collaborateurs. Et donc, je bascule ça sur du commercial ou évidemment sans souci. Mais l'idée, c'est de comprendre quels vont être les liens d'influence. Par exemple, parce que ça m'est arrivé quand même, il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté une voiture et le vendeur essayait de convaincre mon mari. Et c'était moi qui achetais une voiture, donc je pensais que c'était quand même fini dans l'automobile, mais manifestement pas pour tout le monde. Et bah, au bout d'une demi-heure, je dis: «Écoutez, je vous félicite parce qu'on me dit mon mon mari est archi convaincu, mais c'était moi qui ai acheté une voiture, donc au revoir, monsieur». Et donc bah, là, c'est une très mauvaise analyse de la carte d'influence, en partant du principe que comme on rentre un peu dans la technique, c'est quand même le mari qui sait mieux que la femme et qu'on a convaincu le mari, c'est super. Bon, grosse faute. Et donc, c'est toujours d'essayer de comprendre qui influence. Et c'est Mmh. super, le travail qu'a fait Joël, c'est de se dire, tu vois, Véronique, tu posais la question, est-ce qu'elle aurait pu mieux faire au premier rendez-vous? Bon, toujours, on peut dire oui. Mais aussi, l'écart entre la personne qu'on avait en face, avec un profil misogyne, plutôt âgé, avec une culture qui a rien à voir avec Joël, qui projette quand même la candeur blonde aux yeux bleus de l'Occident, etc. Et un écart d'âge qui fait que je suis pas sûre qu'elle aurait pu complètement changer le premier rendez-vous avec beaucoup de préparation. Donc c'est normal aussi, Mmh. vu l'écart qu'ils avaient, que ça soit un peu tendu. Alors, Joël, on va terminer. Vous nous dites rapidement quels ont été finalement ce que vous avez pu obtenir, et puis on va passer au deuxième exemple parce que voilà, le temps, euh, Et alors le avant temps ça, avance. les filles, on a quelques questions dans le canal privé qu'on Ah, ok. prendra après la deuxième partie de l'histoire de Joël, si vous voulez bien. Dernière partie. Voilà. Comment ça s'est terminé? Voilà. Oui. Non, alors ça s'est terminé, justement, plutôt, voilà, pas parfaitement, mais, j'ai envie de dire que dans nos négociations humanitaires, on n'atteint en général jamais notre objectif idéal. On se retrouve très souvent dans une phase de compromis, mais ce qui a marché, c'est qu'on a justement pu rétablir, je pense, une bonne relation de confiance avec moi, mais aussi avec l'organisation en question, et on a pu avancer pour au moins améliorer, les conditions de certains des détenus. On a pu restaurer, par exemple, des visites de leur famille qu'ils n'avaient plus du tout pu avoir. On a pu améliorer, ils ont pu avoir accès à l'extérieur, toutes sortes de choses qu'ils n'avaient pas. Donc, on a clairement avancé sur le fond, tout en devant, comme je disais, faire des compromis sur un ou deux des aspects et continuer le dialogue qui était vraiment
le plus important dans ce contexte-là. Donc, voilà, un résultat, nuancé, mais qui en général est notre réalité. Merci Joël. Si, alors avant qu'on passe au deuxième exemple, 2 questions sur le canal privé. Quelle technique peut-on utiliser au cours d'une négociation si l'interlocuteur adopte un comportement inapproprié tel que des avances ou du harcèlement, afin de poser des limites tout en maintenant la négociation sur la bonne voie, bien évidemment? Est-ce que Qui vous avez... veut répondre? Qui veut répondre? Sylvia, peut-être? Je peux, oui. Hem, J'aimerais vous dire, on s'en va, on se barre. Mais malheureusement, ça dépend de plusieurs critères. Ça dépend de l'enjeu de la négociation. Donc, par exemple, s'il y a des vies à sauver, oui, bon, bah, qu'on m'insulte, ça va être secondaire. Donc, je vais peut-être me dire que c'est pas le sujet. Ça dépend du rapport de force, tout simplement. Est-ce que à quelqu'un qui dit, mais enfin, Madame Bravard, vous êtes débile ou quoi pour pas comprendre ça? Si le contrat commercial que je veux signer avec lui dépend de ça, la survie de ma société, peut-être que je vais pas me formaliser plus que ça. Je vais réagir, mais peut-être doucement. Alors que si j'ai pas du tout besoin de lui, bah, je vais me barrer directement, hein, bien entendu. Et puis aussi les usages. Il y a des secteurs d'activité qui sont réputés pour être un peu plus vulgaires que d'autres. Et donc, bah, si je viens d'un monde un peu feutré, qui pourrait être le monde du luxe, par exemple, et que je bascule dans l'univers de la grande distribution, j'ai l'impression d'avoir que des gens insultants, mais c'est les usages, voilà. Donc malheureusement, vous voyez, j'aimerais trancher en tant que féministe de dire: «Écoutez, c'est hors de question». En vrai, ça va dépendre un peu de vos enjeux de la négo, de votre rapport de force. En tout cas, ce qu'on recommande, c'est vraiment toujours de se dire: il y a l'émotion qu'il faut détacher de vous. Donc si je dis: «Écoutez, là, Julie, par exemple, la proposition que vous m'avez faite, elle me convient, mais pas du tout. Je comprends même pas que vous proposiez ça. Regardez comme on est loin de mes attentes». Je ne l'ai pas insultée, je n'ai pas été, violente verbalement avec elle, donc j'ai le droit d'être en colère, donc ça va. Et à partir du moment où je bascule sur du personnel, donc quand je dis: «Mais Julie, la société que vous représentez, je crois, ne comprend pas mes besoins». Tout va bien. Et quand je dis: «Julie, personnellement, vous êtes vraiment débile, hein». Donc là, c'est une attaque personnelle. Donc ma réaction dépend aussi, du niveau de personnalisation de l'agression, verbale. Voilà, après, je pense qu'il faut s'écrire ses limites avant et se dire, dans le contexte, dans l'univers dans lequel je me trouve, est-ce qu'il y a des choses que je peux accepter dans ce rendez-vous ou pas? Et jusqu'où je suis prête à aller? Et donc, moi, ça m'est arrivé d'évoluer dans des métiers vulgaires, misogynes, avec des blagues extrêmement foireuses. Bah, c'était de me dire, à partir de quand je décide que je menace, donc qui peut être de dire, écoutez, encore un mot comme ça, je quitte le rendez-vous, ou de dire encore un mot comme ça et j'en informe votre hiérarchie. En vrai, j'ai pas eu souvent le rapport de force qui me permettait de faire ça. Donc après, ça peut être de l'humour pour dire, gars, si tu m'attaques, je t'attaque aussi, voilà, gentiment. Ou alors vraiment de le faire et de quitter le rendez-vous. Donc voilà, j'aimerais avoir une réponse très tranchée. La réponse, c'est l'enjeu, la culture, la personnalisation de l'attaque et jusqu'où vous avez mis vos limites. Après, on est bien d'accord que dès lors qu'on va toucher à ce que la loi n'autorise pas et qui va mettre en péril notre intégrité physique ou notre intégrité, il y a pas de sujet, là-dessus, même au nom du business, hein, pour le coup, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, sur il y a une question de génération aussi. Par ouais, exemple, bien sûr. il y a des interlocuteurs qui vont avoir des propos sur des femmes qui, pour eux, sont très acceptables avec la génération qu'ils représentent et pour des jeunes générations qui sont inacceptables. Et là, faut peut-être aussi avoir le biais de se dire, enfin, la réflexion de se dire, est-ce qu'il le fait de manière aussi agressive que moi je le perçois ou est-ce que, voilà. Mais voilà, en tout cas, le comportement ne doit pas tolérer d'insultes, de harcèlement, d'avances. Et ça pose aussi la question des codes qu'on peut envoyer. Il faut se poser la question de comment je m'habille, de l'humour que je peux me permettre de faire ou pas, Mmh. selon les personnes. Et Et puis, ça, c'est un point très important, la question des codes. Peut-être qu'on y reviendra dans le deuxième exemple. Julie, est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, il y en a une qui vient d'arriver. La deuxième, et elle extrapolait un peu ce qu'on avait échangé lors de la préparation. On a amorcé ce webinaire en évoquant la préparation et le fait que sur un premier rendez-vous, on n'était jamais préparé. Comme je trouve que ça a une incidence pour beaucoup de personnes, quel que soit notre métier.
Est-ce que Sylvia, tu peux nous expliquer la conséquence d'aller à un premier rendez-vous pas préparé? Et puis on prendra la question sur l'idée la négo quand on est invisibilisé pendant la négo. Ouais, et donc il y en a plein. Par exemple, se tromper sur le rapport de force. Donc sur un entretien d'embauche, dire: «Écoutez, moi, c'est ça mes conditions» ou «Il y a pas d'accord» ou «Je m'en vais» et qu'on me réponde: «Bah, barrez-vous». Donc le rapport de force mal évalué. La préparation du profil dont a parlé Joël, de la carte d'influence. Donc je pense discuter avec le décisionnaire et c'est pas le cas. Aussi le mandat de négociation, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis prête à lâcher ou pas. C'est ce que nous a dit Joël. Évidemment, si elle pouvait imposer tout ce qu'elle voulait sur les conditions de détention des prisonniers, donc pas de maltraitance, pas de torture, droit de visite, etc., bah, ça veut dire qu'elle serait en position tellement de force qu'elle impose ses conditions. Mais la négo, malheureusement, c'est qu'elle va devoir faire des compromis. C'est pour ça qu'elle nous dit c'est jamais parfait la fin. Oui, c'est jamais parfait parce que justement, elle doit lâcher des choses et l'autre aussi. Et donc, ça, c'est mon mandat de négociation. Qu'est-ce que j'aimerais obtenir et qu'est-ce que je ne peux pas lâcher, quoi. Et ça, bon, je vous l'ai déjà dit, mais il faut vraiment l'écrire noir sur blanc et s'y tenir parce que la pression du temps, la pression de la perspective, de l'accord, etc., fait qu'on pourrait lâcher des choses qu'on regrettera après. Donc il faut se l'écrire. Oui, donc en fait, ce qui est hyper important, ce que tu viens de dire, c'est vraiment qu'il y a le mandat, mais il y a aussi ce qu'on peut lâcher, qu'il faut vraiment avoir clairement, parce que de toute façon, on va devoir lâcher du lest. Donc, il faut Exactement. vraiment Sinon, c'est le préparer à l'avance, ceci. Dernière exactement. question, Julie, je suis désolée, hein, je presse un peu parce qu'on voudrait vraiment avoir le deuxième cas. Qui est une excellente question. Comment peut-on reprendre le lead dans une négo quand notre interlocuteur se dirige seulement vers notre collègue qui est un homme plus âgé, etc. Voilà. Sans violence, j'imagine. Sans violence de préférence. Oui, alors en vrai, ça veut dire que la préparation est faite avant, qu'on se dit voilà, on va rencontrer un profil, ça m'étonnerait qu'il se dirige directement vers moi parce que je débarque sur le marché que je ne connais pas, je connais pas cet interlocuteur, je suis jeunette, voilà, j'ai un parcours qui lui parle pas du tout parce que tout le monde est ingénieur et que moi je viens du commerce, bon voilà. Et donc généralement, on se prépare avec son binôme. Et c'est ça le rôle du binôme, c'est que quand on se répartit les rôles, et quand l'interlocuteur pose à mon binôme une question qui me revient, c'est à mon binôme de dire, écoutez, ça c'est la partie de Madame Bravard qui va vous répondre. C'est à lui de me passer la main, ou c'est à moi de la prendre s'il ne le fait pas, en disant, bah, écoute, merci Marc, mais ce sujet-là, du coup, comme j'ai bien travaillé dessus, je vais me permettre de vous répondre. Voilà. Et en fait, il va falloir faire ça un petit moment, jusqu'à ce que l'autre comprenne que ça ne marchera pas. C'est pas parce que tu poses la question à lui sur ce point technique que c'est lui qui va te répondre, pour installer le fait que c'est pas l'interlocuteur qui décide qui porte les sujets dans votre équipe à vous, c'est vous qui avez préparé vos sujets. Donc la réponse est l'idéal, c'est que ce soit bien préparé sur les rôles et que mon binôme me donne la main quand c'est à moi de répondre. Ou de l'apprendre. Ou de Ou de l'apprendre. l'apprendre s'il ne le fait pas. Alors, on va passer au deuxième cas. Donc là, vraiment, on part en Amérique du Sud, hein, si je ne me trompe pas, Joël. Alors, mettez-nous dans le contexte rapidement pour après qu'on puisse analyser tout ça. Oui, oui. Mais juste avant que j'aille dedans, très rapidement, je pense vraiment que c'est un point essentiel ce qu'on a parlé là aussi, surtout, je pense, en tant que femme. Il y a quand même un aspect en tant que négociatrice où il faut vraiment il faut dépersonnaliser les attaques parce que je pense que, voilà, surtout dans un milieu, en tout cas international, c'est probablement un peu plus avancé en France. Je sais pas, je ne négocie pas en France, mais dans un milieu international, on va quand même très souvent se retrouver dans des situations, où il y a toutes sortes de stéréotypes qui parfois sont vraiment liés à la religion, à la culture, ou en tant que femme, on va pas forcément tout de suite être accepté. Et je pense que, voilà, moi, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est parfois, malheureusement, il faut mettre de côté certaines de nos valeurs personnelles pour rester focalisé sur qu'est-ce qui va le mieux marcher pour gagner cette négociation. Et si, en l'occurrence, ce qui va le mieux marcher, c'est que finalement, il veut s'adresser à mon interlocuteur masculin, bah alors peut-être qu'il faut vraiment que je le prépare lui. Et donc, voilà, on a vraiment besoin de s'adapter énormément, malgré tout, à l'environnement dans lequel on travaille. Et parfois, ça nous demande de faire des compromis sur des valeurs, personnelles et profondes dans le but d'avancer sur la négociation. Ça, je pense. Alors, mais là, en l'occurrence, dans l'exemple que vous allez évoquer, ça a été plutôt un avantage Voilà, finalement, cette exactement. femme. Donc voilà, c'est
exactement. différents cas de figure. Oui, c'est ça. C'est pour Racontez-nous. ça que je voulais prendre ce deuxième exemple pour justement pas qu'on se focalise que sur voilà les désavantages des femmes négociatrices parce que voilà et je vais partager un exemple, mais j'aimerais quand même aussi préciser que dans notre communauté de négociateurs humanitaires, on a énormément de femmes négociatrices qui négocient au quotidien et qui ont trouvé vraiment des manières de rendre finalement le genre un avantage parce que la négociation n'est pas genrée. Donc finalement, c'est une question de perception et de pouvoir et de compétence. Et je pense qu'il y a énormément de situations où, au contraire, c'est un avantage qu'on a et qu'on doit utiliser. Donc ça, c'est un des exemples justement où cette fois on part en Amérique latine, dans un pays aussi en guerre civile, avec plusieurs différents guérillas, groupes armés, gangs, etc. Énormément d'acteurs, beaucoup de violence. Et donc là, je suis de nouveau toujours envoyée pour une organisation humanitaire. Et le but, c'est donc de nouveau négocier nos mouvements et la sécurité de nos équipes. Et comment on fait ça? Ben, on doit parler en fait à tous les potentiels acteurs militaires qui pourraient exercer de la force contre nos équipes lorsqu'on est en déplacement pour amener des biens alimentaires, de l'assistance médicale, etc., aux communautés. Donc, comme vous savez, en général, on n'a pas d'escorte, on n'est pas armé, donc notre sécurité, finalement, dépend de notre capacité à parler à tout le monde et à s'assurer qu'ils comprennent pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, et du coup, qu'il n'y aura pas d'hostilité à notre égard. Donc, de nouveau, la négociation, là, elle est clé. Donc, dans ce cas-là, je dois négocier avec le commandant d'une guérilla en Amérique latine. Donc, c'est le chef de la guérilla. Et moi, de nouveau, j'ai plusieurs buts dans cette négociation. Mais un but essentiel, c'est justement qu'il accepte de nouveau d'avoir une relation avec moi pour pouvoir garantir la sécurité de mon équipe. Ça veut dire que moi, je dois pouvoir établir une sorte de lien de confiance où il va accepter de répondre à mes appels et qui va surtout respecter la sécurité de mes équipes quand ils se déplacent dans les zones que ce groupe terroriste contrôle. Bien sûr, j'ai toujours d'autres objectifs, n'est-ce pas, en tant qu'humanitaire. On veut aussi qu'ils arrêtent d'utiliser des mines antipersonnelles qui sont en train de poser comme stratégie militaire et qui, malheureusement, coûtent la vie à beaucoup de populations indigènes dans ces zones qui essayent de prendre des chemins pour aller chercher, par exemple, avoir accès aux puits d'eau, etc., et qui se retrouvent victimes de ces mines antipersonnelles qu'ils ont à peu près posées partout. Donc, le deuxième objectif, c'est de travailler là-dessus. Et là, donc, je dois de nouveau établir une relation avec ce nouvel interlocuteur dans un pays. Heureusement, je parle espagnol, donc ça aide. Je peux être en contact directement avec cet interlocuteur. Et là, situation totalement différente. Le fait d'être une jeune femme européenne, ça plaît plutôt. Ce n'est pas perçu comme une menace, il n'y a pas de rivalité masculine, il n'y a pas de compétition, donc ça permet de briser la glace, d'avoir un rapport tout de suite assez, je dirais assez informel, assez ouvert, assez rapidement. Il me propose une rencontre en personne, alors que souvent, ben voilà, c'est des endroits ils vivent complètement cachés de la société, donc il y a très peu de gens qui peuvent les rencontrer. Donc voilà, finalement, là, le profil, et bien sûr, c'est pas que le profil, il y a de nouveau, comme Sylvia a expliqué, il y a le pouvoir institutionnel et les compétences derrière, mais dans ce cas-là, c'était clairement plutôt avantageux. Et le deuxième aspect, je pense, qui était aussi avantageux. Vous aviez envoyé une photo ou non? Non, non. C'est des communications par téléphone. Donc non, c'était clairement le profil. Et après, le deuxième avantage, c'était bien sûr aussi de parler d'une thématique qui touchait beaucoup les femmes, en l'occurrence parce que c'était les femmes de cette population indigène qui devaient aller chercher l'eau. Et donc, c'est elles qui étaient touchées par ces mines antipersonnelles. Et du coup, bah, voilà, plus de légitimité qu'une femme vienne expliquer les besoins de ces communautés de femmes, etc. Donc aussi, je dirais, une crédibilité pour porter cette voix sur les besoins et essayer d'induire de nouveau un changement. Et donc là, voilà, moi,
mon premier objectif, c'est justement d'établir ce premier contact qui se passe bien, mais bien sûr, pour pouvoir aller plus loin et obtenir ce qu'on veut, qui est en l'occurrence, la sécurité des populations, j'ai dû faire un travail pour comprendre aussi leur intérêt à négocier et à dialoguer avec nous. Et là, en l'occurrence, l'intérêt de ce groupe, c'était, qu'on puisse travailler avec nous pour évacuer leurs blessés militaires, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas se rendre dans les hôpitaux, parce que tout de suite, ils seraient tués ou détenus. Donc soit leur personnel, dans leur rang militaire, allait tout simplement mourir de leurs blessures, ou bien ils trouvaient une organisation humanitaire qui était d'accord de les évacuer. Et là, j'avais un avantage au niveau du mandat, de ma négociation, car c'est quelque chose que je pouvais offrir parce que notre organisation évacue, les blessés civils, mais aussi les blessés militaires. Et donc j'ai pu mettre en avant, finalement cet intérêt commun qui était de sauver la vie de ces militaires blessés. Et sur la base, je dirais, de cette négociation qui a donné lieu à l'évacuation de 3 de ces blessés militaires de ces rangs, on a pu négocier sur l'autre aspect qui était justement, de ne plus poser ces mines antipersonnelles, proches des populations indigènes qui finalement étaient un très gros risque sécuritaire, surtout pour les femmes et les enfants, et on a obtenu, un dialogue à ce niveau-là. Ils ont arrêté de poser les mines dans cette région spécifique. Alors, je vais faire intervenir encore une fois Sylvia. Là, il y a plusieurs points, donc c'est une négociation plus facile. Tu parlais tout à l'heure des 4 pouvoirs, donc là, il y a eu ce pouvoir, qu'est-ce que tu dirais en premier? Le pouvoir personnel, le pouvoir relationnel et puis l'institutionnel peut-être après qui a joué? Oui, carrément. Elle a eu plusieurs pouvoirs qui ont joué, donc pour une fois, effectivement, enfin pour une fois, en tout cas dans ce cas, être une femme, était, et pour parler d'un sujet féminin, c'était plutôt, bienvenu, donc ça l'a aidée. Probablement que le fait qu'elle appartienne à une organisation connue à ce moment-là, ça aide aussi. Et ce qui a surtout aidé, c'est 2 points hyper importants dans ce que raconte Joël. Déjà, c'est le mandat de négociation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle était prête à demander et qu'est-ce qu'elle était prête à offrir. Et elle le dit, c'est ce qui lui a donné du pouvoir, c'est que son organisation humanitaire permettait aussi d'évacuer les blessés militaires. Si ça n'avait pas été le cas, eh ben, elle aurait peut-être été en difficulté pour négocier puisqu'elle n'avait rien à offrir qui puisse intéresser l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est important de préparer avant de rentrer en négociation ce que moi je veux obtenir, mais ce que je suis capable de lâcher à l'autre. C'est pour ça qu'une négo est toujours un compromis, ou alors vous êtes vraiment en position de force et vous imposez vos conditions. Voilà, mais ça, malheureusement, c'est rare. Et donc, ben, une négociation reste un compromis. Et elle a utilisé un mot, qui est hyper important, Joël, c'était l'intérêt commun à Mmh. s'entendre. Voilà. Ouais. Et il aurait pu ne pas y en avoir. Et par exemple, ça souvent, les gens ou les entreprises se trompent là-dessus. Ils pensent que quelque chose est important pour eux, donc il y a un intérêt à ce qu'on tombe d'accord. Mais non, c'est pas parce que c'est important pour vous ou que c'est même légitime pour vous. Parce que par exemple, le sujet des bombes antipersonnelles, je parle sous ton contrôle, Joël, mais c'est interdit par la loi, enfin la communauté internationale, c'est interdit. Donc, elle aurait pu arriver avec une posture très haute en disant, écoutez, on vient vous parler d'un sujet qui est très clair, c'est interdit, donc vous cessez. Ben là, il y a de fortes chances que l'autre dise, bah, j'en ai rien à foutre. Voilà, alors une fois qu'on a dit ça, bah, on n'a pas du tout négocié, hein. Et donc, c'est pas parce que pour nous c'est important que le juridique est derrière nous, la loi, c'est légitime, que l'autre a intérêt à trouver un accord. Et donc, c'était de comprendre, avec le relationnel qu'elle a dû utiliser, des techniques de questionnement, qu'est-ce qui était important pour eux? En l'occurrence, évacuer leurs blessés militaires. Et là, on a un intérêt à coopérer. Joël pour la sécurité de ses équipes et pour, les bombes antipersonnelles qui attaquent évidemment les populations indigènes, et l'autre pour évacuer ces blessés militaires sans pour autant être soit tués, soit, emprisonnés, à la moindre sortie. Donc il y a un intérêt commun à coopérer. Et ça a l'air tout bête dit comme ça a l'air hyper simple, mais je peux vous dire que beaucoup de gens se trompent en disant: «Beh, attends, c'est hyper important de trouver un accord parce que pour moi», bah oui, mais si c'est pour toi, c'est pas pour l'autre. Voilà, et donc ce qui permet aussi de réfléchir dans les négociations, c'est comprendre mon enjeu, celui de l'autre et l'intérêt commun qu'on aurait à trouver un accord. Et des fois, il y en a pas, il faut le savoir.
Et il n'y a pas de... Oui, c'était le point que je voulais aborder après. C'était effectivement cet intérêt commun qu'elle a bien mentionné. Est-ce que ça peut se travailler un petit peu en amont, en général, dans certaines négociations? Alors, Et peut-être qu'après, au fil des discussions, on peut trouver d'autres intérêts communs, mais peut-être le travailler en amont, ceci. exactement. C'est pour ça que dans une négociation, on commence juste par une chose, se dire, moi, quel est mon enjeu au fond? Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc elle, c'était la sécurité de ses équipes et puis des indigènes, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait intéresser l'autre, quel est son enjeu à l'autre. Et ça, c'est pour ça que c'est ce que disait un peu Joël sur le premier exemple, on travaille en équipe, parce que c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui vraiment est important pour l'autre, parce qu'on a ses biais, on a sa culture, on a voilà les réflexes de notre éducation, qui font qu'on projette sur l'autre un enjeu qui est peut-être totalement erroné. Une fois qu'on a essayé d'identifier qu'il pourrait peut-être y avoir deux, trois enjeux, ça aurait pu être du ravitaillement qu'on leur apporte, enfin voilà, il y avait peut-être d'autres enjeux. Après, on prépare des questions pour justement essayer de recouper et de voir si on s'est planté sur l'identification de l'enjeu de l'autre ou si on est sur la bonne voie. Et si on est sur la bonne voie, on commence à aller vers un intérêt commun. Mais on peut s'être complètement planté. Et ça arrive souvent. Des gens qui arrivent avec des anciens leaders qui pensent que tout le monde veut bosser avec eux, voilà. Et en fait, c'est pas vrai. Et on se retrouve. Je vous prends juste un exemple pour sortir d'humanitaire sur une grande marque qui a toujours eu des générations qui se seraient damnées pour bosser pour elle. Et donc, la culture, c'est en gros, on est désagréable avec tout le monde. De toute façon, pour recruter quelqu'un, on lève le petit doigt, il y en a 10 000. Sauf que les générations ont évolué. Et qu'aujourd'hui, eh ben, ils sont très très forts problèmes de recrutement parce que les nouvelles générations, tu es désagréable avec eux, en fait, ils travaillent, ils viennent pas bosser chez toi. Et donc ça, pareil, c'est penser que avec notre usage, tout le monde se bat pour bosser chez nous. Bah non, c'est plus le cas. Voilà. Mmh. Non, non, très, très intéressant. Alors, est-ce que Julie, il y a des questions sur ce deuxième cas qui est plus facile finalement, enfin entre guillemets, hein, j'imagine que ça devait être difficile, Joël, hein. Qui est différent, en tout cas. On Différent. a un commentaire qui nous dit: «Il faut préparer les forces d'opposition des 2 parties», en écho à ce que Sylvia expliquait bien sur comprendre l'autre et évidemment, mes enjeux, à moi. Et puis on a Anne qui nous demande: «Comment mettre en veilleuse ses valeurs personnelles face à des actes si odieux et inacceptables pour favoriser le climat de la négociation?» Excellente question, exercice très difficile. Là, c'est pour toi, Joël, hein. Oui, oui, oui. Non, alors c'est clair que je pense en tout cas dans les négociations humanitaires, on est constamment face à ça. Moi j'ai dû négocier par exemple dans un autre cas, avec un criminel de guerre. C'était très, très clair, on savait exactement ce qu'il avait fait et dans cette négociation-là, mon rôle, c'était, qu'il soit pas exterminé. Alors on est souvent face, c'est une situation extrême, mais c'est pour dire souvent on a des valeurs intérieures contradictoires, mais je pense que ça revient toujours à quel est le but et qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir. Et si on est très solide là-dessus, sur pourquoi en fait on a ce dialogue, je pense que ça nous permet de mettre de côté. Mais c'est une question, c'est clairement, en tout cas dans l'humanitaire, une question fondamentale et parfois ça va trop loin. Il y a des gens aujourd'hui avec ce qui se passe dans certains conflits qui disent stop, ça suffit. Donc on a tous, je pense, des limites différentes, mais c'est très important je pense, d'en avoir conscience et de se poser la question avant d'accepter le mandat de négociation et avant de rentrer dans la salle de négociation, parce qu'alors si la contrepartie elle sent qu'on n'est pas stable sur ces valeurs-là et qu'on peut être déstabilisé à ce niveau-là, ils vont tout de suite l'utiliser contre nous. Donc je pense que c'est vraiment une question super importante, mais qui fait partie de est-ce qu'on accepte ce mandat de négociation ou pas? Est-ce qu'on s'est préparé parce qu'on sait on va être poussé dans nos limites et comment on se prépare à aussi affronter ça et à travailler avec ses émotions. Je pense que voilà, il y a souvent énormément, et je suis sûre que c'est la même chose, Sylvia, dans les négociations commerciales, etc. C'est quand même un métier où il y a énormément d'émotions. Il faut avoir une grosse maîtrise de soi. Il faut beaucoup s'adapter. Il faut accepter beaucoup de choses qu'on n'accepterait pas peut-être dans d'autres situations. Mais là, je pense que ça revient à l'enjeu. Et en tout cas, dans mon cas, en général, l'enjeu, il
il est tellement grand derrière, parce que ça sauve des vies, c'est moi, c'est en tout cas ce qui m'a toujours permis de m'accrocher et me dire: «OK, là, je prends sur moi, parce que l'enjeu est plus important et le potentiel impact, si ça marche, est aussi plus important à mes yeux». Mais c'est un dilemme, profond, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être un peu plus facile, de gérer ses émotions finalement quand on sait qu'in fine l'enjeu il est tellement énorme. Dans des négociations, commerciales, Sylvia, ça peut être plus compliqué ça. Oui, parce que, bon, alors, oui et non, parce que aussi, si je foire ma négo, mon enjeu, il y a pas forcément des morts. Donc ça peut permettre d'alléger un peu quand même le poids de la négociation et c'est pour ça que j'ai toute admiration pour, notre Joël, qui est là et évidemment. Après, c'est vrai que ça pose la question des limites et il y a des négos qu'on décide de ne pas accompagner chez ADN, par exemple, parce qu'on trouve que ses limites par rapport à nos valeurs et là on a la chance de pouvoir se dire c'est une négo qu'on n'accompagnera pas, voilà. Mais il faut les écrire ces valeurs-là parce qu'elles peuvent être glissantes et parce que, ben, alors il y a un exemple, qui est pris, qui est facile à faire, mais pour se montrer à quel point les décisions des fois sont difficiles. Si je vous dis voilà, il y a un médecin et un terroriste qui sont en danger de mort, vous pouvez en sauver un des 2, vous sauvez qui? Bah, évidemment le médecin. Voilà et après si on vous dit: «Bon, ben par contre le terroriste, il a planqué une bombe dans une école, il y a 400 enfants. Si vous le sauvez, on sauve les 400 enfants. Qui on sauve?» Ou alors s'il y a 400 enfants, c'est peut-être, le terroriste. D'accord et le médecin, ce que je vous ai pas dit, c'est votre fils. Voilà et ben, c'est pour montrer que c'est toujours facile de se dire: «On va choisir le bien». Ouais, mais le bien, c'est dur à voir en fonction des impacts et tout ça. En tout cas, je pense que Joël, elle touche le vrai sujet. Ça crée beaucoup d'émotions et de distorsions parfois avec ses valeurs. J'ai accepté des blagues extrêmement foireuses. Pourquoi? Parce que j'avais un enjeu derrière, une usine à faire tourner. Donc, bon, bah tant pis. J'ai accepté des univers très misogynes parfois. Oui, mais j'avais une carrière à construire et signer un accord avec ce client, c'était important. Mais voilà, après, il faut vivre avec ça. Et elle a extrêmement raison, Joël, c'est que si on n'est pas clair là-dessus, l'autre va l'utiliser à 1000% pour vous amener à l'erreur, en fait, finalement. Donc il faut l'anticiper. Merci beaucoup Sylvia. Je crois que c'est la fin de ce webinaire qui était absolument passionnant. On aurait pu passer d'autres cas en revue. Joël, merci infiniment. Alors nous, avec Julie, on voulait rappeler quelques. Alors il y aura évidemment les autres programmes ADN Women que vous faites régulièrement, mais nous avons lancé avec ADN, donc Business au féminin ADN, un programme qui va débuter début octobre, le 7 octobre, je crois, c'est ça, dans mes souvenirs, et qui s'appelle Women Who Negotiate, et qui est un programme absolument incroyable qu'on a construit ensemble, parce qu'avec Julie, on croit que si on sait négocier, on devient une meilleure leader. Et donc, on vous encourage vivement à regarder ce programme. Je pense que Julie va vous mettra le lien, les infos, etc. Voilà, vous pouvez aussi aller regarder Business au féminin, qui est un média, une plateforme de e-learning que j'ai lancé il y a quelques années. Et voilà, donc on vous donnera toutes les infos. En tout cas, merci à toutes, parce que c'était passionnant d'animer cette discussion avec vous. Merci Merci à vous. Véronique. Merci Joël aussi. C'est un grand plaisir. Merci. Et merci à toutes, tous les participants, Ouais. et voilà, Vous avez féminin et masculin. On a les deux. Merci. On a les deux. à tout le monde. Tous les liens Merci. sont dans le chat, le replay dans quelques jours. Merci Véronique pour cette animation ultra professionnelle d'une main de maître. Merci Joël pour ta confiance et ta générosité et ta sincérité dans ces échanges qui effectivement sont transposables à chacune et chacun et on apprend et on grandit pour devenir des meilleures négociatrices, des plus grandes leaders et finalement être plus libres dans notre vie. Sylvia, merci pour ton œil aiguisé et ta chaleur dans ces explications toujours très pédagogiques et à la portée de tous. Je me suis permise de partager vos profils LinkedIn pour celles et ceux qui souhaitent se connecter avec vous. N'hésitez pas, toute l'équipe est là et on revient bientôt avec de nouvelles invités. Merci à tous.